Bonjour. Alors aujourd'hui, un sujet qui me semble assez important, une autre façon de présenter l'éveil, si on veut l'appeler comme ça, c'est l'éveil, c'est la fin de l'hallucination, l'extinction de l'hallucination. Mais quand on dit hallucination, de quoi parlons-nous? Parce que c'est pas clair. Dans le langage courant, c'est devenu commun de dire c'est hallucinant ou j'hallucine, etc., pour dire qu'on n'en revient pas. Ou que quelque chose est pour le moins étrange ou pas courant. Encore que, puisqu'on le dit tellement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui entrent dans cette catégorie désormais. Sinon, pour les gens de ma génération, hallucination, ça renvoie aussi à l'usage des psychédéliques. Pas seulement ma génération, mais en particulier. Pour des raisons de recherche spirituelle avec plein de guillemets, encore une fois. Ça a été mon cas, bien sûr, il y a plus de 50 ans, disons au début des années 70 et pendant quelques années, j'ai souvent et beaucoup consommé d'hallucinogènes, de psychédéliques, fidèle en cela à l'ami Ramdas, Richard Alpert, qui les appelait des lucidogènes. Vous voyez, ce qu'il y avait à l'arrière. On pensait que prendre du LSD, des champignons, de la mescaline, de la psilocybine, j'en passe, ça nous permettait non seulement d'élargir notre conscience, puisqu'on parlait d'expansion de conscience, mais de découvrir ce qui est au-delà du petit moi limité. Et beaucoup de gens le croient encore aujourd'hui, ce qui me laisse assez perplexe, parce qu'il est temps, me semble-t-il, de comprendre que les psychédéliques peuvent provoquer des expériences qui peuvent ressembler à l'éveil, mais qui ne sont pas l'éveil. Parce que l'éveil n'est pas une expérience, c'est ce qui constate les expériences. Or, les psychédéliques peuvent provoquer des expériences, ça reste des expériences. Et même si parfois elles sont franchement bouleversantes, troublantes, dès qu'on en est sorti, c'est un nouveau moi-je qui est aux commandes. À moins que derrière, avec, il y ait un véritable, j'ose pas dire travail, mais de recherche, d'observation, de questionnement, d'investigation, ou que ça renvoie directement, pourquoi pas, à la reconnaissance de ce qu'on est vraiment, de cet espace infiniment ouvert de présence. Voilà. Donc non, les psychédéliques jamais n'éveilleront personne. D'ailleurs, personne jamais ne s'éveillera, puisque l'éveil, c'est la fin de la personne. On peut le dire comme ça pour aller vite. C'est pas tout à fait vrai, mais mieux vaut le dire comme ça. Disons que c'est la fin de l'ego plutôt que la fin de la personne. C'est déjà beaucoup plus juste. Et donc, oui, alors... Bon, je veux pas revenir sur la période des psychédéliques, mais je voudrais raconter une anecdote vécue qui renvoie encore à un autre sens d'hallucination qui est, me semble-t-il, beaucoup plus proche de mon sujet d'aujourd'hui et de ce que c'est que l'hallucination collective qu'on partage tous, que certains comme Ramesh ont appelé l'hypnose collective, d'autres ont parlé de sortilège, à moins que ce soit moi. Enfin... Voilà, d'autres, beaucoup parlent de sommeil, d'où le terme éveil, parce qu'on sort du sommeil, voilà, ou du sortilège, ou de l'hypnose collective. Et donc, il y a une quinzaine d'années, j'ai dû subir une transplantation qui fait que je suis encore là aujourd'hui, sinon je serais mort. Et en tant qu'individu, j'insiste. Et donc... dans les derniers temps avant la greffe, j'ai eu pas mal de symptômes physiques qui jouaient sur la psyché. Et entre autres, mon foie était quasiment mort, ce qui fait que parmi d'autres symptômes courants, j'en ai eu un qui est également courant, qu'on appelle une encéphalopathie. Et ça se traduisait par des hallucinations visuelles, auditives et même tactiles dans mon cas. C'est-à-dire que j'entendais des gens, je les voyais, je pouvais leur parler, etc. Ils n'étaient pas là.
Mais réellement, je n'avais pas du tout l'impression d'halluciner, d'être en proie à des hallucinations, qu'elles soient visuelles, auditives ou tactiles, puisque je pouvais toucher aussi. Et en fait, sans l'aide de ma femme, de mes médecins, je pense que j'aurais pu complètement confondre le réel et l'halluciné. Et en fait, c'est exactement notre condition naturelle. Évidemment, ça va pas de ce côté-là, mais presque. C'est-à-dire que notre vie quotidienne, c'est rien d'autre qu'une hallucination. Dès lors qu'on se réveille, on s'en rend compte. Quand on est dedans, on peut pas s'en rendre compte, et c'est précisément ce que j'ai vécu du côté pathologique, mais voilà. Et c'était franchement extrêmement intéressant pour moi, et en même temps, dans les débuts, ça a été une source d'inquiétude, parce que si on peut prendre à ce point le faux pour le vrai, alors ça en dit long de notre condition humaine. Je ne faisais que rejoindre les cohortes de philosophes et pratiquants spirituels de milliers d'années de pratique, qui ne cessent de répéter ça finalement. Et là, c'était une expérience vraiment non seulement directe, mais d'une intensité inouïe. Parce que j'en reviens aux psychédéliques. Quand vous prenez des psychédéliques, sauf peut-être dans des cas rarissimes, mais en principe, vous savez que vous avez pris quelque chose. Vous voyez? Donc, même si c'était très fort ou que ça tourne mal, vous savez que ça va s'arrêter. Vous avez pris un produit. Mais quand vous êtes plongé dans une hallucination qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la réalité, que vous prenez pour la réalité, alors là, il n'y a pas d'issue. S'il n'y a personne pour vous dire non, là, tu es en pleine hallucination, et encore, il ne faut pas être parano, parce que si vous êtes parano et que vous n'avez pas confiance en ceux qui vous le disent, vous pouvez vous retrouver comme en psychiatrie, quoi, très mal, très très mal. Donc, j'ai pas encore écrit là-dessus, ça fait plus de 15 ans que je me dis que je devrais écrire, mais bon, j'ai autre chose à faire, disons, et ça viendra peut-être un jour, peut-être même sous forme d'une aventure comique, parce qu'avec le recul, c'était franchement comique, puisque je comprenais pas que les autres ne voyaient pas, n'entendaient pas ce que moi je voyais, entendais, et qu'ils ne pouvaient pas toucher ce que moi je pouvais toucher. Bref, vous voyez, voilà. Donc, donc l'éveil, c'est vraiment la même chose que de réaliser qu'on est en pleine hallucination. Et du coup, on n'est plus en pleine hallucination parce que nos yeux se dessillent. Vous voyez, nos yeux s'ouvrent. Alors, comment faire pour réaliser qu'on est en pleine hallucination alors qu'on prend ce qu'on vit pour la normalité? D'autant plus que c'est vécu par des milliards d'êtres humains qui partagent la même hallucination, peu ou prou, quoi. En tout cas, le modèle de base est le même. Les contenus peuvent varier, mais... Et donc, déjà, on peut envisager l'option. Peut-être que ce que je vis n'est pas la réalité. Et du coup, sans que ça vous rende fou, ça permet d'ouvrir la porte du doute, le bon doute. Pardon, je fais un petit déplacement. Il y a le doute salutaire, celui qui nous permet de mettre en question nous-mêmes, nos perceptions, etc., nos opinions, surtout nos convictions, plus encore nos certitudes et ce qu'on pense être, moi, mon corps, etc. Ça, c'est le doute salutaire. Et il y a le doute cercle vicieux, celui où, à partir de l'ego et de ses certitudes et de ses opinions, et tout son savoir, sa mémoire, etc., on tranche, ce qui fait qu'il n'y a aucune ouverture. Il n'y a pas l'espace requis pour explorer, questionner, se poser des questions justes, et non pas des questions qui appellent des réponses déjà connues. C'est ouvrir la porte à ce qu'on ne peut pas connaître. Mais c'est drôlement important, me semble-t-il, dans ce qu'on appelle une démarche spirituelle.
ou une quête de liberté, de reconnaître sa véritable nature, la recherche du soi, appelez ça comme vous voulez. Donc, douter, ça peut être une bonne entrée, mais ça suffit pas, parce qu'il y a des chances que ça reste malgré tout au niveau mental, même quand c'est le doute numéro 1, le salutaire, le doute qui ouvre, et non pas le doute numéro 2 qui est obtus et qui ferme. Mais bon, en apparence, parce que ça reste toujours ouvert. Hein. Dès que moi je lâche l'affaire, disons-le comme ça, tout est ouvert, tout le temps, parce que c'est toujours déjà ouvert. Il n'y a que le mental, moi-je, qui laisse à croire que c'est fermé, qu'il faut faire des efforts pour ouvrir. Non, c'est ouvert. S'il y avait des efforts à faire, éventuellement, et c'est juste une façon de le dire pédagogique, ce serait de voir que c'est nous qui fermons les issues et d'arrêter de les fermer et d'ouvrir les rideaux, par exemple. Voilà. Une deuxième approche, c'est peut-être de se donner à la perception corporelle sans donner le moindre crédit aux commentaires, jugements, à toutes les interventions de moi-je. On ne les bâillonne pas, on n'essaie pas de les empêcher, mais tout en les écoutant, on ne les écoute pas vraiment. C'est-à-dire on sait qu'ils sont là, mais on n'en tient pas compte. Du coup, ils vont s'amenuiser, voire disparaître plus ou moins vite, laissant place à ce qui est déjà là. Le vide, le silence, etc. Donc, être dans la sensation corporelle, j'allais dire pure, mais le mot me gêne à cause de tout ce que ça renvoie, mais tout ce à quoi ça renvoie. Mais disons chimiquement pur quasiment. C'est-à-dire la perception numéro 1, où il y a juste le ressenti. Et dès qu'il y a des qualificatifs qui s'ajoutent, on est dans la perception numéro 2, 3, 4, etc. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le ressenti, mais dans les commentaires et les interprétations autour du ressenti. Et il faut laisser ça se décanter. Mais si on le voit, si on revient constamment à l'écoute des sensations, à l'écoute du corps, ça va se faire. On va finir vraiment tôt ou tard par découvrir que c'est tout à fait possible. Et dans l'écoute du corps, dans l'écoute de la sensation, on redécouvre là aussi l'immense ouverture du silence. C'est une porte incroyable, le corps. Envisagé de cette façon-là. Je ne parle pas du corps qu'on se représente, du corps qu'on pense, qu'on imagine, mais du corps perçu, ressenti. Une autre façon, quand ça va vite, que c'est gênant, on peut se donner à l'écoute du souffle. Alors l'écoute dans les deux sens, l'écoute auditive, le son du souffle, sans le forcer, ou l'écoute du souffle au sens réellement physique, c'est-à-dire de se donner à la perception de la respiration qui va et vient, voilà, sans se fixer dessus, vous voyez, sans effort, naturellement, être à l'écoute du va-et-vient, de la respiration, et particulièrement aussi des deux moments de pause, à la fin de l'inspire, à la fin de l'expire. Et là aussi, notamment à la fin de l'expire, on est directement dans le vide, dans le silence. Non. Il y aurait encore d'autres choses à dire, hein, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc tout ce que je voulais dire, c'est vraiment que on croit qu'on vit quelque chose qui est le réel alors qu'on est sous hallucination. L'éveil, c'est sortir de cette hallucination. Et une fois qu'on en est sorti, même de manière fugace, on ne pourra plus jamais réellement replonger dans l'hallucination. On pourra y être un peu, mais il restera quelque part le rappel que c'est juste une hallucination. Et du coup, ça sera là aussi une passerelle, une ouverture à ce qu'on est vraiment et qui n'est pas sous hallucination. Si vous le voulez bien, après toutes ces paroles, je vous invite à ce qu'on passe un moment ensemble en silence, sans rien faire,
pourquoi pas pour une fois, puisque je ne l'ai jamais fait, je crois, vous inviter pendant ce petit laps de temps à simplement être à l'écoute du souffle, que ce soit auditif ou physique ou les deux. Quand je dis physique, comprenez bien qu'il ne s'agit pas de suivre les mouvements du corps, mais d'y être sensible, de voir comment le ventre se gonfle, se dégonfle, comment, etc. On n'essaie pas de modifier le rythme et l'amplitude de notre respiration. On l'observe, on l'écoute telle qu'elle est. Et sans non plus entrer dans c'est rapide, c'est lent, ça devrait pas être comme ci, ça devrait pas être comme ça devrait être... Non. Juste l'écoute de la respiration telle qu'elle est en ce moment même, maintenant. On peut se laisser bercer par le va-et-vient de la respiration. Peut-être que vous percevez la respiration comme une vague qui va et vient. Peut-être que vous la percevez que dans certains endroits du corps, peut-être pour d'autres à travers tout le corps, peu importe. Peut-être même pour certains, vous sentez que c'est au-delà même des limites du corps, que toute la pièce respire avec vous. Et ce sont juste des indications. La seule chose qui importe pour vous en ce moment même, c'est votre respiration et plus encore l'écoute, votre écoute de la respiration telle qu'elle est. Pas telle qu'elle devrait être selon vous, mais telle qu'elle est. Puis on peut ne plus s'occuper de la respiration et voir la perception qu'on a de son corps en entier, sans s'enfermer dedans. Voilà, on peut rouvrir les yeux. Je vous remercie, à bientôt.